La vision n'est possible que si des stimulus lumineux sont perçus par les photorécepteurs rétiniens. Cependant, voir nécessite aussi que le cerveau reçoive les messages issus de la rétine de chacun des deux yeux. Ainsi, au sein de la rétine, les photorécepteurs sont connectés à des neurones qui vont former les fibres du nerf optique. Et c'est donc un message nerveux de nature électrique qui est acheminé par les deux nerfs optiques jusqu'au cerveau. Donc pour voir, certes, il faut des yeux, mais il faut aussi, et ça paraît indispensable, un cerveau. Car ce que capte chaque œil doit ensuite devenir une image, et ça, il n'y a que le cerveau qui sait le faire. Alors faisons une petite dissection dégoûtante, et nous voyons ici, donc on repère les deux yeux, et on voit ici notamment les muscles oculomoteurs, donc qui vont être responsables de faire bouger les yeux, et on voit pour chaque œil un nerf optique qui se dirige vers les hémisphères cérébraux. Et ces nerfs optiques se croisent au niveau de cette zone ici, et puis là, on perd un petit peu le fil de notre histoire. Donc, si on analyse ceci, l'information lumineuse qui est d'abord captée est transmise sous forme de messages nerveux aux neurones de la rétine, qui l'envoient au cerveau via le nerf optique. Les messages se croisent, semble-t-il ici, au niveau du chiasma optique, et les messages sont d'abord relayés dans les corps genouillés latéraux, qui font un premier tri, on le verra, et ensuite ça part vers l'arrière du cortex dans l'aire visuelle. Celle-ci, on le verra un petit peu plus tard, est divisée en plusieurs zones qui ont chacune leur rôle. Alors, notre corps est latéralisé, c'est-à-dire qu'il y a un côté gauche et puis il y a un côté droit. Il y a aussi un cerveau gauche et un cerveau droit. Alors, pour d'obscures raisons historiques et évolutives, le côté droit va être géré par le cerveau gauche et inversement. Ainsi, tout ce qui est à droite de votre champ de vision, donc représenté ici en orange, sera vu, si on suit ici, on voit le premier croisement au niveau du chiasma optique, sera vu par l'aire visuelle gauche. Par contre, tout ce qui est à gauche de votre champ de vision représenté en bleu, tout ça se croise ici au niveau du chiasma optique et sera vu par l'aire visuelle droite. Alors, les études par imagerie médicale, IRM, ont montré que le champ visuel, par exemple ici le champ visuel d'un œil par exemple, ou des deux yeux, que ce champ visuel est véritablement cartographié dans le cortex visuel des deux hémisphères, et cette zone va être appelée cortex visuel primaire. Et ça va donc correspondre à l'entrée dans le cerveau des messages nerveux rétiniens. On voit ici, pour illustrer ce qu'on a dit à la diapo précédente, que le champ visuel gauche réparti ici en A, B, C, D, est vu, entre guillemets, par le cortex visuel droit avec une répartition A, B, C, D. Pareil pour le champ visuel droit, 1, 2, 3, 4, 4 zones. Lui va être repéré par le cortex visuel gauche, cette fois-ci 1, 2, 3, 4. Vous remarquez que l'orientation est contraire de celle que l'on observe ici. Là, on a 1, 2, 3, 4 vers le haut, 1, 2, 3, 4 vers le bas. Il ne faut pas oublier que l'image qui est projetée au fond de la rétine est une image renversée. Alors, l'arrivée des messages nerveux dans l'aire visuelle primaire, qui est localisée, si on regarde ici au niveau d'une cartographie du cerveau dans le lobe occipital, ces informations qui arrivent dans cette aire visuelle primaire ne suffisent pas à pouvoir identifier, repérer l'objet que l'on est en train d'observer. Pour véritablement arriver à une perception de l'objet, on constate que ça va nécessiter l'intervention d'autres aires cérébrales spécialisées à proximité immédiate de ce cortex visuel. On a au moins détecté ici par exemple 4 aires visuelles supplémentaires numérotées de V2 à V5. Chacune d'ailleurs de ces aires visuelles va contenir elle aussi comme V1 une carte du champ visuel. Alors jetons un coup d'œil rapide sur l'organisation du cortex de ces aires. Si on a ici donc une coupe du cortex,
donc jusqu'ici, on constate qu'il y a différentes couches de cellules. Et pour faire simple, on a constaté qu'il existe des couches de cellules qui sont spécialisées, par exemple, dans la communication avec d'autres aires, qui peuvent être visuelles ou autres. Certaines couches qui sont spécialisées dans la réception de messages en provenance d'autres aires visuelles. Bref, tout ça nous amène à penser que ces aires visuelles V1 à V5 doivent certainement communiquer entre elles. Alors, les techniques d'imagerie médicale fonctionnelle vont permettre de préciser le rôle de ces différentes aires visuelles. Alors, prenons l'exemple d'une pomme qui va tomber, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que les aires visuelles vont s'activer les unes après les autres ou en même temps. Alors, tout d'abord, l'aire V1, dans l'aire V1, qui reçoit donc les informations en provenance directement de la rétine via le corps genouillé latéral, on se rend compte que les informations vont être triées. Une première distinction va être faite entre les formes, les couleurs, les mouvements, ainsi que l'orientation spatiale de l'objet observé. Les messages vont ensuite partir pour les autres zones, vers ici par exemple la RV2, la V3, la V4, la V5. Alors dans la RV2, la distinction forme, couleur, mouvement est à nouveau réalisée, puis tout est transmis à des aires spécialisées. Alors il y a une aire V3 qui va être sensible, elle, aux formes des objets perçus. Par exemple ici on va reconnaître la forme de la pomme. Il va y avoir une aire V4 qui, elle, va être sensible aux couleurs. Donc on va repérer la couleur rouge de la pomme. Et enfin, une aire V5 qui va être sensible au mouvement, en fait, à la direction du mouvement. Et donc ici, on va se rendre compte que la pomme passait de haut en bas. Il apparaît donc que après son arrivée au niveau du cortex visuel primaire, le message nerveux est traité séparément et en parallèle par des aires spécialisées, V1 à V5, dans la reconnaissance des formes, des couleurs et des mouvements. Alors, bien sûr, une perception visuelle unique va résulter ensuite d'une intégration, c'est-à-dire d'une analyse, d'une interprétation de l'ensemble des messages ainsi traités par ces différentes aires corticales. Pour faire simple, au point où nous en sommes du traitement de l'information, nous n'avons pas encore véritablement repéré qu'il s'agit d'une pomme rouge qui est en train de chuter. Alors, pour vraiment identifier qu'il s'agit d'une pomme rouge qui est en train de chuter, l'information visuelle va être transférée à deux autres voies. Alors, la voie du OU qui nous permet de nous situer par rapport déjà à cette pomme, et ensuite la voie du quoi, qui est une voie ici qui se dirige vers le cortex temporal, qui va permettre de repérer que cet objet, d'après sa forme, d'après sa couleur, par rapport à ce qu'on a en mémoire, correspondrait à une pomme. L'ensemble des deux voies, la voie du quoi, la voie du où, nous permet enfin d'arriver à une perception visuelle d'une pomme rouge qui est en train de chuter. Vous comprenez ici l'intérêt fondamental de la coopération entre les différentes aires, et pas seulement visuelle, pour pouvoir arriver à la perception de notre environnement. Alors, quelquefois, les informations qui veulent bien accéder à notre conscience nous délivrent une image du monde, de notre environnement, finalement, qui n'est pas bonne. Et ça va être le petit monde très sympathique des illusions d'optique. Alors, par exemple, ici, vous avez des illusions où, si vous faites bien attention, vous percevez un mouvement. En réalité, il n'y a aucun mouvement. D'autres types d'illusions également, qui sont des images à double sens, où là, le cerveau va essayer, par rapport à ce qu'il a en mémoire, par rapport à son vécu, par rapport à sa culture, va donner quelquefois des interprétations biaisées de ce qu'il observe, voire quelquefois passer d'une interprétation à l'autre. Par exemple, ici, vous repérez soit une grand-mère, soit une jeune fille, et ici, donc, vous pouvez repérer un couple face à la mer, ou sinon, vous pouvez repérer un bébé ici. L'interprétation également des formes
l'interprétation de la géométrie en fait un peut quelquefois être perturbée. Par exemple ici, le monstre que vous voyez ici au fond de ce couloir vous apparaît plus gros que celui-ci. En réalité, ils ont la même forme. Les lignes ici sont toutes parallèles. Les ronds rouges ici sont exactement de même diamètre. L'illusion peut-être la plus flagrante, enfin tout au moins celle que je préfère est celle-ci, donc c'est celle dite de l'échiquier. Vous avez une case A, vous la repérez gris foncé, et une case B qui est gris clair. Bien en réalité, ces deux cases A et B sont rigoureusement de la même couleur. Donc je sais que vous avez un peu de mal à me croire, donc je vais déplacer la case B, je vais faire une capture d'écran de la case B et vous l'amener à proximité de la case A. Ouais, je sais, ça fait peur. Donc, on va peut-être recommencer pour s'en persuader. Au fur et à mesure du trajet, B devient de plus en plus foncé. Quand on sort du contexte du cylindre, effectivement, la case B, qui n'est qu'une simple copie de ça, est bien de la même couleur que la case A. Bien, alors revenons maintenant à notre information, notre perception visuelle. Vous avez peut-être pu voir dans les diapos précédentes que le message nerveux en fait subissait tout un tas de relais qui étaient assurés par des neurones qui communiquent entre eux, alors de la rétine au cortex visuel primaire, en passant par le corps genouillé latéral, etc. Et puis entre les différentes aires, eh bien, l'information est transmise de neurone en neurone pour réaliser son traitement. Alors, les zones de contact entre neurones, donc ici vous avez par exemple le corps cellulaire d'un neurone avec ses prolongements ici, on devine dans le fond ici un autre corps cellulaire d'un neurone avec d'autres prolongements ici, eh bien les zones de contact d'échange d'informations vont se faire au niveau de zones hyper spécialisées qu'on va appeler synapses. Alors au niveau des synapses, donc par exemple ici, petit rappel du structure, donc vous avez le corps cellulaire du neurone, vous avez ici des parties du neurone qui, pour faire simple, reçoivent les informations, on va les appeler des dendrites, et vous avez une partie, un prolongement du neurone, une extension du neurone, qui va être responsable du transfert de l'information vers un autre neurone, ça va s'appeler l'axone. Et cet axone va se terminer par ce qu'on appelle des petits boutons synaptiques, au niveau desquels, si on zoome ici, on observe les synapses. Alors comment fonctionne une synapse? Eh bien, une synapse est composée de deux parties. Il y a une partie qu'on va qualifier de pré-synaptique, donc avant la synapse, la fente synaptique, l'espace synaptique, donc entre deux neurones, l'espace entre deux neurones est représenté ici. Donc ici on a le côté pré-synaptique, c'est le côté d'où arrive l'information. Et on a le côté post-synaptique qui va correspondre au neurone qui va recevoir l'information. Et bien, quand un message nerveux de nature électrique arrive ici au niveau de la synapse, il va provoquer la libération, donc on va utiliser un mot un peu compliqué, on va parler d'exocytose. Eh bien, il va provoquer l'exocytose de petites molécules représentées en noir ici, qui étaient contenues au départ dans des vésicules. Et ces petites molécules qui vont permettre de transférer le message du neurone présynaptique au neurone post-synaptique, on va les appeler des neurotransmetteurs, dont vous avez un exemple ici, la sérotonine. Et bien cette sérotonine, par exemple, ce neurotransmetteur, se retrouve dans l'espace synaptique et va venir se fixer sur des récepteurs sur le côté post-synaptique. Et cette fixation va engendrer tout un tas de réactions qui vont permettre la naissance d'un nouveau message, enfin le transfert de ce message à ce neurone qui lui-même va le véhiculer, le transférer à un autre neurone. Alors, il existe certaines substances qu'on va qualifier d'hallucinogènes qui vont provoquer donc des hallucinations, la perception d'objets ou d'événements qui n'existent pas dans la réalité. Par exemple, le LSD, substance chimique dérivée de certains champignons. Alors, comment ça se fait qu'on obtient ces visions colorées, un peu space? Eh bien, en fait, la structure moléculaire du LSD est par endroits très proche de celle d'un neurotransmetteur comme la sérotonine. Ainsi, cette substance va se fixer sur le récepteur de la sérotonine et activer en permanence au niveau de la synapse ce récepteur de la sérotonine, ce qui permet d'aboutir à des visions
totalement fausses de la réalité, qu'on appelle donc des hallucinations.